Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand Oral. En politique, on a l'habitude de dire que l'important n'est pas la vérité, mais la perception que le public se fait de la vérité. L'obsession de la perception des Juifs dans le monde semble obéir aussi à ce principe. En seconde partie, je recevrai donc Arnaud Lacheret, analyste, expert des coulisses du monde arabe. Et on verra aussi les différences entre les mythes et les réalités de ce nouveau Moyen-Orient en cours de construction. Mais pour parler vérité et perception de la vérité, tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir l'écrivain Marek Elder. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Grand Oral. On va parler de ce malentendu à travers votre nouveau livre, votre nouveau roman qui s'appelle donc Le Juif, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Il met en scène un personnage qui s'appelle Jean-David Dupuis, qui, bien qu'il ne soit pas juif, se retrouve désigné comme tel par la société à cause d'une circonstance médicale particulière. Il a une circoncision médicale qui fait qu'il va être sans arrêt considéré comme juif. On va parler de ce malentendu qui est au fond le moteur narratif et philosophique de votre livre, ce grand malentendu. Mais tout d'abord, on en échangeait quelques minutes avant le début de cette émission. On termine le premier quart d'un nouveau siècle. Nous sommes on termine les années 25 d'un nouveau siècle. Comment percevez-vous notre époque ? Vous m'avez fait remarquer ça, c'est juste. Écoutez, moi je suis plutôt optimiste. C'est bien, c'est déjà assez rare. Vous savez, oui, parce que d'après notre tradition, quand on descend très bas, on ne peut que remonter. C'est comme ça. Sagesse populaire. Quand vous êtes au sommet d'une montagne, vous ne pouvez que descendre. C'est la loi de la nature. Bon. Alors, où sommes-nous ? Alors, nous sommes descendus très bas, non pas parce que nous ne sommes pas à la hauteur, mais nous n'avons plus de référence. Ça veut dire les grands rêves de nos parents, grands-parents, les rêves qu'on a portés depuis la Révolution française, depuis les Lumières. À l'horizon, disait Prévert, il y a toujours un soleil rouge. Ben non, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, par exemple, à l'horizon et nulle part. Peut-être en Orient. On en parlera, mais alors comment être optimiste dans ce cas-là ? Alors, comment être optimiste ? C'est que je me suis rendu compte, peut-être j'ai tort, que les vraies révolutions sont les révolutions technologiques. C'est elles qui nous obligent à revoir notre comportement, notre langage. On invente des mots. Mon grand-père n'a jamais vu d'avion, par exemple. Donc, si on lui parlait d'avion, il a fallu lui expliquer. Téléphone, il fallait qu'il descende pour aller dans une cabine téléphonique. Téléphone portable, les réseaux sociaux, vous ne savez pas. Ce sont des mots qui sont ajoutés à notre vocabulaire. Et puis, notre rapport avec les autres change. Nous sommes dans le métro, avant, on se regardait. Alors, il y avait parfois une animosité, mais souvent aussi une complicité. Aujourd'hui, tout le monde est penché sur son téléphone. On ne croise plus des regards. Donc, les rapports ont changé. Mais cette technologie, elle est extraordinaire. Elle a, d'abord, moi j'étais à Abu Dhabi, je prenais un taxi sans chauffeur. Je rentrais un taxi, je donnais l'adresse, il y a une voix qui disait « You welcome, sir », et les taxis partaient. Dans 3 mois, on aura un taxi volant. Ça veut dire que vous avez... Ça, à Abu Dhabi. Oui. Mais on aura ça ici. Ce sont des drones avec des sièges. Tu as envie de rencontrer une fille à 11 h minuit, tu appelles, les drones arrivent au 2e ou 3e étage à la hauteur. Ça, on va vous laisser gérer vos rendez-vous par drone. Ça, c'est effectivement, chacun a son utilisation. Oui. Alors, il y a une passerelle, tu t'assois dans ton taxi, et dans 5 minutes après, ou une demi-heure après, tu es à Londres, ou tu vas au théâtre. Ça change complètement nos rapports. C'est extraordinaire. Bon. Et puis, il y a la transmission va changer.
Aujourd'hui, les gosses vont à l'école, ils écoutent les profs parce qu'ils sont obligés, mais ils ne les croient pas. Ça veut dire, on met envie dans les écoles, et écoute, il y a un barbu qui vient leur parler de la Shoah, d'autres choses. Mais je ne suis pas crédible. Demain, on aura des robots. Robots n'ont pas de visage. Hein, on n'a pas à les aimer ou les détester. Hein. Et on pose une question à un petit robot, un petit carré qui n'a pas de visage. C'est quoi un juif? Et le robot va dire, tranquillement, voilà. Et on sera obligé de les croire. Parce qu'il n'y a plus de visage. Donc, ce qui vous rend optimiste, c'est que bientôt, on ne sera plus obligé d'être confronté au visage de l'autre. Ça veut dire qu'on sera confronté, et c'est là qui est extraordinaire. Nous sommes attachés au visage, mais pas aux idées. On n'a pas d'espoir universel. Il y a des visages, Staline, Hitler, Trump, Poutine, etc. On est attaché au visage. Hein? Il y a des visages qu'on zappe sur la télévision, il y a un visage qui arrive et il nous capte. Et après, on croise ces visages dans la rue, on ne lui dit pas ce qu'il a dit. Oui, Marie Calter, c'est étonnant ce que vous dites, parce que vous qui avez travaillé, malaxé l'histoire, l'âme juive, les visages, les personnages dans la tradition juive, ne serait-ce qu'en hébreu par exemple, l'accueil se dit visage. On accueille d'abord le visage. C'est le béaba du rapport à l'autre. Comment vous pouvez dire ça? C'est les idées qui commencent. Dieu a créé le monde en parlant. On n'a pas de visage de Dieu. Et tu ne reproduiras pas des visages. La reproduction du visage est interdite. Par contre, tu ne tueras point, on le répète à l'infini. Nous étions des esclaves en Égypte. Le mot liberté, les Juifs ont inventé le mot liberté. Sur les tablettes égyptiennes, ça n'existe pas. On va inventer. Les Juifs eux-mêmes sont révoltés contre Moïse qui leur a apporté la liberté. C'est difficile la liberté, disait Lévinas. C'est difficile. Mais on est libre. Ça veut dire qu'on est responsable de ce qu'on est. C'est les idées qui marquent les visages, et ce n'est pas les visages qui marquent les idées. Alors c'est intéressant parce que justement, vous nous parlez de liberté, vous nous parlez de combat pour la liberté, ça nous amène directement quand même à une question liée à ce qu'on vit en ce moment. Il y a un peuple en Iran qui se bat pour retrouver sa liberté. Est-ce que pour vous, la nation perse va retrouver son destin? Fort possible, fort possible. Ce n'est pas sûr, puisque l'Empire romain n'a pas retrouvé sa grandeur. Bon, mais l'Italie joue quand même un rôle. On n'en parle pas assez parce que c'est un concurrent sur l'estrade de l'Europe. Mais il le joue bien. Il le joue bien. Ils ont un sens de l'Empire, même si ce n'est pas un empire. Alors, les Perses, depuis Sophocle qu'on joue à la Comédie Française, les Perses, la grande bataille entre les Perses et les Grecs, qu'ils ont gagné d'ailleurs, les Perses qui ont inventé le jeu d'échecs, et qui avaient une reine juive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la tombe de la reine juive, vous pouvez d'ailleurs regarder sur les réseaux, il y a la photo, est respectée. La reine Esther en l'occurrence. Oui, la reine Esther, tout à fait, oui. C'est le Purim, la reine Esther, etc., respectée. Et la Bible nous dit, celles sont les Perses qui nous ont libérés de l'exil de Babylone, nous ont payé les retours en Israël, sur la Terre Sainte, ils nous ont donné les moyens de reconstruire les temples. Le 12e temple que les Romains ont détruit, et que Jésus a connu, puisqu'il est né 70 ans avant la destruction du temple, ce sont les Perses. Donc, ils ont des grands penseurs, des grands écrivains. Et je pense, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran annonce un grand changement. C'est un grand peuple, et un peuple qui
a des racines aussi profondes dans la culture universelle, ressuscite chaque fois. Quand on voit ces jeunes femmes, 12 000 morts déjà, 12 000 morts, et elles continuent à manifester, et c'est le seul endroit où on monte les drapeaux israéliens, parce qu'ils se sentent proches de moi, un juif né à Varsovie. C'est extraordinaire, ce qui se passe là-bas. On n'en parle pas assez. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez en Occident, par exemple, ou en tout cas en Europe? Oui, parce que oui. Voilà, ça fait quand même la une des journaux, de la presse, Oui, toutes les éditions consacrent du temps. L'opinion publique est forgée par les minorités, pas par les majorités. Ça veut dire dans les statistiques, dans les trucs, on parle des majorités. Qui sera le maire de Paris? Celui-là a plus de chances que l'autre. Mais l'opinion est faite par ceux qui manifestent. Toujours au même endroit, place de la République, place de la Bastille, à Paris, à Lyon, le truc des tréteaux, voilà. Bon, mais ce sont les minorités qui manifestent, qui sortent les drapeaux et les slogans. On a vu ça avec Gaza. Le mot génocidaire qui n'existe pas dans les petits Robert, on peut regarder, ça n'existe pas. Génocider quelqu'un, ça n'existe pas. Ou on les tue pas. On ne les génocide pas. Il a été inventé par justement cette idéologie, ces idéologues. Exactement, qui ont voulu, par les minorités qui veulent accéder au pouvoir grâce à ce que Hannah Arendt appelait la populace. Il y a le peuple, la populace. Le peuple, c'est une structure organisée, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, ils s'organisent pour subsister et prévoir l'avenir. La populace, elle refuse cette organisation. Elle se laisse aller, entraîner. Et ils pensent, d'ailleurs, ça marche dans certains pays. On voit aujourd'hui en Angleterre, 4 villes sont aujourd'hui dirigées par les musulmans et ne sont pas des musulmans comme mon ami Chalgoumi. Hein, ne sont pas des musulmans ouverts. Oui. Ouverts et tolérants et ouverts dans le dialogue aux autres. Justement pour terminer, avant d'en venir sur votre livre, ce qui se passe en Occident, on a l'impression que, par rapport justement aux grandes évolutions du côté de l'Orient, mais en Occident, on a l'impression que cette espèce de connexion entre la rage des peuples, et les algorithmes et Internet a créé le populisme qui se répand partout et attaque la démocratie. La démocratie peut-elle encore se défendre aujourd'hui, selon vous? La démocratie, c'est un problème parce que ce n'est pas une idéologie. C'est un système de gouvernement. Ce sont des valeurs également. Pour nous, on dit que c'est une valeur. Fondées sur la vertu, la tempérance. Oui. Démocratos, chez Platon, c'est le pouvoir du peuple. Mais où commence le peuple, où commence la populace? On ne sait pas. Hannah Arendt, dans ses réflexions, ne le dit pas. Bon, Hitler pensait que la populace, et il s'est appuyé dessus, hein, c'était les lumpenprolétariat, on appelait. Ça, c'est les gens, des chômeurs, le sous-prolétariat, vraiment le sous-prolétariat, bas du peuple. Oui. Et il les a séduits. Il les a séduits parce qu'il les a mobilisés dans la haine du juif. Il faut avoir toujours un objectif, ou l'amour de quelqu'un, ou la haine de quelqu'un. Et la démocratie ne s'appuie pas ni sur l'un ni sur l'autre. Ça s'appuie sur le respect de l'autre. Le respect, est-ce que l'ayatollah Khomeini suscite en nous le respect? Non. On s'est dit quand Trump envoie un commando pour exfiltrer Maduro. Oui, le président du Venezuela. Alors on s'est dit, imaginons une seconde en 1936, les Anglais et les Français font la même chose avec Hitler. On sauve 75 millions de vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la coalition des somnambules? Ça veut dire, à l'époque,
On a fait plus que pour l'Ukraine. La France et l'Angleterre, en 1939, déclarent la guerre à Hitler parce que Hitler envahit la Pologne. Aujourd'hui, Poutine a envahi l'Ukraine et la France ne déclare pas la guerre à Poutine. Il le faudrait? Dans la logique, oui. Moi, j'aime beaucoup les Russes. Donc, c'est une autre chose. Tchaïkovski, Tolstoï, Dostoïevski. Là aussi, il y a quelque chose qui a changé. Quand nous manifestions contre la guerre du Vietnam, on ne manifestait pas contre l'Amérique. On manifestait ensemble avec John Baez, Bob Dylan, pour la paix au Vietnam. Le mot paix a disparu complètement. Alors, on va parler effectivement de cet idéal de la paix que vous avez poursuivi, que vous avez mis en scène avec des croisades, des voyages, des tabous brisés. On va en parler, mais je voudrais quand même qu'on parle aussi maintenant de votre roman, de votre livre, de votre nouveau livre, Le Juif. C'est le roman, c'est encore le drame de Sartre. C'est-à-dire, ce personnage est juif par le regard de l'autre. Nous sommes ce que nous sommes dans le regard des autres. Mais il n'y a pas d'autre, je dirais, consistance à l'identité juive. On ne peut pas être juif par soi-même et par son éducation. Mon ami, c'est formidable ce que vous dites. C'est une question. Un de mes premiers livres lus en français, c'était les réflexions de la question juive de Sartre. Oui, qui semble avoir inspiré votre roman et votre personnage. Et il m'a beaucoup énervé parce que je trouvais qu'il y avait là un philosophe de la liberté, mais ôte ma liberté de choisir. Et si je n'ai pas envie d'être juif, je suis condamné parce que les autres me voient comme tel. Donc je suis prisonnier des regards des autres. Alors, quand on a 17 ans, on a tous les courages. J'ai trouvé son adresse, j'ai frappé à sa porte. À Jean-Paul Sartre. À Jean-Paul Sartre. Il m'a ouvert la porte, très gentiment, dit « Qui êtes-vous » À l'époque, j'étais peintre, je suis jeune peintre. Je suis né dans les ghettos de Varsovie. Et à l'époque, dire « Je suis né dans les ghettos de Varsovie », c'est comme si on venait avec une Kalachnikov. Hein? Les gens avaient une mauvaise conscience. Ils étaient bouffés par la mauvaise conscience. Ils n'ont rien fait. Et Sartre était mangé par cette mauvaise conscience? Bien sûr. Et comment? Ça veut dire son intérêt pour le peuple juif. Je dis pas amour, j'en sais rien. C'est difficile de savoir c'est quoi l'amour, jusqu'où il peut aller. Mais son intérêt, sa passion pour le peuple juif, c'était la mauvaise conscience. Il n'a rien fait pendant la guerre. Oui, absolument. Son parcours pendant la guerre est très questionné, pour le moins. Il y avait de la résistance, et puis il y avait des justes, des gens qui sauvaient. C'est vrai qu'en France... Et lui, il a été ni résistant ni juste. Ben oui. Il n'était ni résistant ni juste. Uranus, quelque part, selon le personnage de il regardait faire. Il regardait faire. Mais ce qui est impressionnant, après, c'est à quel point, justement, il a voulu regarder cette identité juive. Il a ensuite regardé ce qui s'est passé en Israël. Et il a, au fond, également accompagné le terrorisme palestinien à l'époque comme étant une manière de contester, jusqu'à dire... au fond, et justifier l'action des terroristes de Munich aux Jeux Olympiques, pour lesquels il a eu des mots qui n'étaient pas de la condamnation, pour le moins. Oui, mais parce que là, il a voulu suivre ses jeunes amis. Quand on devient vieux, on pense qu'on est gaga, il faut écouter les jeunes. Bon. On a oublié, moi je vais fêter mes 90 ans, et je pense que je suis plus jeune que les jeunes. Ah, vous connaissez la phrase de Picasso à 90 ans qui disait « Il faut beaucoup d'années pour être jeune ». Oui, ben, il avait raison. Voilà, donc vous faites que commencer dans votre carrière, en fait, en réalité. Il avait raison. Et tant mieux. Donc, il voulait plaire, il voulait séduire ces jeunes qui étaient autour de lui, qui étaient révolutionnaires. On se disait révolutionnaire. C'était du clientélisme pour vous, quelque part. Il fallait être dans la mouvance révolutionnaire de l'époque. Mais les minorités, c'est ça leur force. C'est qu'il devient à la mode et il y a des gens dans les médias, en politique, etc., qui veulent séduire ou rentrer dans la mode, être à la mode, et ils suivent
des idées qui ne sont pas les leurs. Alors pourquoi vous avez eu l'idée de travailler sur ce personnage, sur ce thriller? Parce que c'est en même temps un thriller géopolitique, on a les codes du livre d'espionnage, du roman d'espionnage, et en même temps du roman philosophique, avec votre héros qui traverse toutes ces vicissitudes à travers son questionnement permanent. Est-ce que je suis vraiment juif, un peu juif, beaucoup juif? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit c'est la mécanique, le mécanisme fictionnel, littéraire qu'il faut explorer aujourd'hui, après tout ce que vous avez écrit pendant des années? Parce que je me suis rendu compte que tous les essais sur le judaïsme, ou les romans sur le judaïsme, à un moment donné, qui avaient beaucoup de succès, il y a André Schwarzbart, Les Justes, etc., Elie Wiesel, La Nuit, bon. Ça a touché des lecteurs, ça n'a pas changé le regard sur les Juifs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les Juifs suscitent un soupçon. D'abord, il est partout. C'est le titre d'un journal pendant l'occupation. Je suis partout. Absolument. Voilà. Et je me suis dit, je vais créer un personnage. Il y a Dostoïevski a créé Stavrogin, Tolstoï, Prince Bolkonski, il y a Fabrice chez Stendhal, c'est lui qui raconte la bataille de Waterloo. Je me suis dit, je vais créer un personnage qui n'est pas juif et qui va, dans sa chair, tout doucement apprendre ce qu'il peut ressentir un juif. Justement parce qu'il n'est pas juif. Qui a un malentendu. Je disais, c'est irracontable. On peut pas expliquer ce que c'est que l'identité juive. Ben justement, c'est pour ça que je raconte une aventure. C'est pas un essai. C'est pas un essai. J'explique pas. J'explique rien. Je raconte un homme, un Picard. Il est né à l'ombre de la plus belle des cathédrales gothiques du monde, celle d'Amiens, que Proust appelait la Bible d'Amiens, baptisé. Et il a une petite infection sur son sexe, on lui coupe cette infection, et voilà, circoncis. Et ses petits camarades à l'école et après à l'université disent « Mais tu es juif ?» Il dit « Mais je ne suis pas juif, je vais à l'église avec ma maman, etc. » Marie, en plus, sa maman, Marie, son père, qui travaille à Abbeville, est un notaire. Mais les soupçons existent, les Juifs. Alors, au début, on rigole, c'est une blague, private joke, on dit. Ah, depuis les Juifs, ha, 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 ha. Et puis, tout doucement, il arrive quelque chose, comme à l'époque Dreyfus, c'est Dreyfus qui m'a donné l'idée. Il y a un bordereau qui disparaît au ministère de la Défense. Il y a un seul juif qui travaille là-bas. C'est lui. Et on lui vole la sacoche dans le train. Et là, toute une aventure commence. Il faut vraiment découvrir ce roman, effectivement, qui nous ballotte à travers l'histoire. Et justement, cette identité tellement tumultueuse et effervescente. On a évoqué tout à l'heure justement les accords d'Abraham avec les Émirats que vous connaissez, Abu Dhabi. Vous avez écrit, vous, la mémoire d'Abraham. Les accords d'Abraham, pour vous, aujourd'hui, c'est la matrice de réconciliation. C'est là où l'antisémitisme, pour vous, peut disparaître? Parce qu'aujourd'hui, votre question est pertinente. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus des rêves collectifs. Communisme, socialisme, même les fascismes, etc. On dit fascisme. Rien du tout, c'est quoi hein, bon. Conservatisme, etc., ça n'existe plus. Alors là, Malraux, justement, à Amiens, quand j'habitais à côté, justement, dans un village que j'ai décrit, dans lequel j'ai fait naître mon personnage, je suis allé à l'inauguration de la Maison de la Culture, la première Maison de la Culture à Amiens. Et Malraux a parlé. Et c'est là où il a dit, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Et il avait raison. Parce que ce qui reste quand on n'a plus d'autres propositions globales, il reste la religion. Ah mon Dieu, ah mon Allah, ah mon Seigneur, peu importe comment on l'appelle. Il y a quelqu'un, Victor Hugo, en une phrase, hein, Eloi était dans la tombe et regardait Caïn.
Lui, il voyait Dieu, c'est un regard qui nous regarde, c'est notre conscience. Donc, il y a les retours. Il y a la synagogue, chez les Juifs, c'est très net. Les Juifs étaient en Occident le peuple des laïcs. Marie Calter, merci beaucoup d'être venu au Grand Oral. On vous souhaite donc un bel anniversaire, puisqu'effectivement, vous nous avez annoncé que vos 90 ans donc, approchent. Et comme on dit, évidemment, à 120 ans et même au-delà. Et surtout, beaucoup de livres. Merci beaucoup. Voilà. Le Grand Oral. Ça, c'est mon meilleur.